Bonjour, Bonjour monsieur madame, Léon. ça va? Ça va et vous? Ah oui! Elle est belle cette chemise. Ça c'est suite à des bonnes chemises. Donc chaque chemise est faite à la main. Oui, c'est chemise à faire la oui. Moi j'adore celle-ci. Oui, ça c'est du paille. C'est une pièce unique. Voilà, ici on a toujours des pièces uniques. Je vous explique un peu. La chemise que vous avez en 40, vous l'avez en 40, vous ne pouvez pas l'avoir en 42. Voilà, ni Donc, en 44. Les chemises comme ça fait à peu près 40 ans que ça existe. Et ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours parce que les clients ont tout le temps envie de... Peut-être une chemise patéo peut vous faire 7 à 8 ans quand vous l'entretenez bien. Et après, quand la chemise est défraîchie, le client a toujours envie de retrouver sa chemise patéo. Donc, il passe Avec recommander. l'original. Voilà, il vient, il passe une autre commande et il retrouve sa chemise patéo. Comment s'appelle cette robe? Si vous avez, ça c'est long boubou, dame, généralement qu'on appelle les patakali. Les patakali. Voilà. Et ça, vous avez du tissu jeans avec un mélange de pagne tissé burkinabé. Et ce pagne tissé, il est fait à la main. Et c'est ce qui fait l'originalité de la robe. C'est très beau ça. Ça pourrait être sympa dans le désert. Et ça peut être très joli ça. Bonjour Monsieur Patéo. Bonjour. Je suis venue me balader dans votre atelier. C'est Monsieur Léon qui nous a présenté. Oui, le chef Et d'atelier. on a rencontré vos artisans. Combien de gens travaillent pour vous Une cinquantaine de personnes. quand même? Et vous êtes dans quel quartier en Côte d'Ivoire? Treichville. Pourquoi Trècheville? Bon, c'est pas un choix dès le départ, hein, parce que moi, je suis venu, il faut vous dire que je suis venu à la mode par nécessité. Ah. Ce n'est pas par amour. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, ils sont très jeunes, très petits, et je ne savais pas quoi faire de toute façon. Donc, à l'époque, le métier qui s'offre à vous tout de suite, c'est l'apprentissage, ce qu'on appelle apprenti tailleur. Voilà, donc quand je suis arrivé, bon, il fallait chercher à être apprenti tailleur, voilà. Vous allez voir un patron, il vous accepte, et puis en même temps, vous dormez à l'atelier de couture, il vous nourrit, voilà. Le soir, vous enlevez les têtes des machines, vous collez les machines, vous dormez dessus. La mode, c'était vraiment le dernier métier de la ville, voilà. Et justement, donc du coup, si c'était le dernier métier, vos parents, ils en ont pensé quoi? Oui, en fait, mes parents ne sont pas là. Moi, je suis venu de Burkina. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire. Je suis venu, comme on dit, immigré. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. À l'époque, quand on quittait un pays africain à un autre, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, tu rentres, tu trouves un papa ou une maman qui t'adopte. Donc voilà, donc les parents sont restés au pays. Vous avez quel âge quand vous êtes arrivé ici en Côte d'Ivoire? Oh, je devrais avoir quoi? 14-15 ans. Ma première machine, je l'ai louée. Je n'ai pas d'argent pour payer une machine. Donc voilà. Donc je suis là. Et là, les gens viennent. Qui a fait ça? C'est le petit là, il est là-bas. C'est le petit là, il est là-bas. Au fur et à mesure, c'est vos clients qui vous amènent. Voilà. Et au fur et à mesure. Et en plus, vos chemises, elles sont connues dans le monde entier. Monsieur Mandela était un de vos plus grands clients. Comment il a fait pour vous connaître? Oui, en fait, Mandela, je pourrais dire que c'est peut-être un destin. Il a pris 5 chemises.
Et là, modestement, j'ai offert une chemise, j'ai dit, bon, donnez ça au président. Vraiment, je n'imaginais pas. Et puis, à l'époque, quand on parlait Mandela, ce n'était pas aussi l'immense... nous, on entendait ça de façon lointaine, on n'imaginait pas qui c'était. Ouais. Voilà, mais quand il a reçu la chemise, il m'a fait une lettre de sa main. Wow. Et Vous l'avez gardée? Oui, bien sûr. À la fin, il a mis que l'Afrique de demain appartiendrait aux créateurs de richesses. Wow. Là, c'est vraiment, ça vous C'est marque. beau. Et il y a une année où il était invité du président Chirac. Il est sorti, il a porté une chemise patéo. Donc, c'est là, les journalistes sont arrivés. C'était la première fois qu'on voyait un président Avec les... porter des choses bariolées, des chemises colorées. Et donc, du coup, après, quand c'est comme ça, il faut suivre. Donc, toutes les mains, elles devaient être en action derrière vous pour les fabriquer, ces chemises. Oui, bon, justement, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé effectivement à comprendre qu'il y a derrière tout ça, il y a une clientèle. Mais quand le président Mandela a porté la chemise, c'était l'émeute. Oui, ils ont tous venu pillé la acheter. boutique. N'importe quelle couleur, ça partait. Mais Donc c'était extraordinaire. Vous savez, si nos chefs d'État acceptaient d'être nos modèles, Bien sûr. l'Afrique y gagnera. Il ne faut pas être un modèle d'un Européen. Ce n'est pas possible. Vous ne les ressemblez même pas. Ouais. À partir du costume, on voit la tête, on voit les pieds, ça ne marche pas. Et puis, ça donne du travail aussi Ouais, au et- continent, quoi. Surtout. C'est pour ça que nous nous battons toujours en disant au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, de se tourner vers la mode parce que ça, c'est un projet d'emploi énorme et de la richesse énorme. Aucun pays ne s'est développé dans ce monde sans la mode. Ça n'existe pas. Quelle force nous avons? Nous avons juste un savoir-faire, on a la compétence, on a vraiment la volonté de développer ce secteur-là. Mais avec nos deux mains, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait un soutien. Il faut qu'il y ait la conscience, surtout la conscience et la connaissance de la chose. Parce qu'en fait, les gens ne savent même pas ce qui se trouve dans la mode. Ils ne connaissent pas. Quand on parle de la mode, ça leur fait rire, parce qu'ils ne savent même pas que ça peut développer un pays. Ils ne savent même pas que c'est une richesse qui est à l'intérieur. Non. Non. Je vous assure que c'est vrai. Ouais, je vous crois. Voilà. Parce que s'ils connaissaient, ça n'allait pas être comme ça. Et en Afrique, ça serait le meilleur endroit pour faire des accessoires. Il y a des petites mains. Vous Bien savez, sûr. tout ça, c'est énorme ce qui se passe en Afrique. Mais ce n'est pas organisé. Ils nous laissent seulement, nous, les couturiers ou de ce secteur, de nous organiser. Mais ça ne peut pas. Nous avons notre savoir-faire, c'est tout simplement. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir, Monsieur Patéo. Moi, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que ça va, Vous avez l'espoir. ça ira. Parce qu'on ne peut plus nous arrêter. Parce que de toute façon, c'est notre survie. Ce n'est même pas notre vie, c'est notre survie. Donc, on est obligé de nous battre pour ne pas mourir. On ne va pas disparaître. Ça, au moins, c'est certain. Non. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, tu vois, tu peux Et le voir tissu, un il peu. est super agréable. En plus, il est super confortable. Moi, je l'ai. Donc, tout cet été. Et puis, c'est déjà, en termes de tissu, c'est l'esprit foulard, tu vois. Bien sûr. Et puis, donc, la pure soie. Et le thème des larges pantalons. Tu vois, c'est le total look. Effet J'adore. bloc, voilà, tu vois. En Donc, plus, c'est vraiment très, esprit très, très, pyjama. très beau tissu. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment... Ah, la première fois que je l'ai vu sur toi. Les poupées, Ah ah ouais, c'est ouais. vrai. Les sautoirs, Non, poupées, mais j'adore. oui. C'est vrai que c'est parmi nos meilleures ventes. Tu vois, tu mets ça sur un... ça habille vraiment, quoi. Ouais. Regarde ça. Ouais, en plus, il a sorti à ta tenue. Voilà. Cette jupe, je suis tombée amoureuse. Ah ouais. Alors, quand tu regardes la matière de près, c'est une matière simple, hein, de base. C'est du coton, donc du jean, du denim, et qui a été rebrodé de sequin et du fil d'or. Ça, c'est un... Et là, c'est pareil, c'est un jean travaillé qui est brodé aussi à la base déjà.
et donc que j'ai travaillé de manière plutôt simple en faisant une robe chemise, donc qui peut se porter de manière décontractée, ou alors, parce que le jean est travaillé, qui peut se porter de manière plus habillée. Moi, je te conseillerais quelque chose qu'on n'a pas regardé tout de suite, mais ça pourrait être ça. C'est une matière que je pense que tu adores. On dirait de la mangue, quoi. On a envie de le manger. Ouais, c'est très épicé aussi. Ouais. Donc voilà, c'est le bijou, c'est là. vrai que c'est une tenue qui représente vraiment l'esprit créan. Il y a le côté ethnique, donc d'inspiration africaine, déjà dans les couleurs qui sont épicées, mais aussi, tu vois, tout ce travail de cori. C'est lourd, hein? Oui, c'est un plastron. On a carrément un plastron là au niveau de l'encolure. Et puis, tu vois le côté moderne, parce qu'en réalité, c'est une combi. Bon, alors attends, je choisis, parce que je peux pas tout ramener. Ça, déjà, sûr à 3 milliards de points. Enfin, j'ai envie de tout prendre. Allez, ça, D'accord. ça. Et puis, je peux prendre la jupe. Je pourrais prendre la jupe. Bien sûr. Tu pourras me les préparer pour Bien le sûr, shooting. avec plaisir. Moi, j'adore ça aussi. OK, Top. avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir Ben, emmenés je dans t'en ton prie. petit jardin secret. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. Qu'est-ce que le key walk? Key-walk veut dire Créan Walk, donc la marche de Créan. C'est un événement qu'on a célébré donc, pour montrer l'évolution de la marque, ce que la marque avait pu faire en 10 ans. Ça s'est très bien passé, ça a été un énorme succès, surtout que derrière l'organisation de cet événement, moi j'avais à cœur un peu d'expliquer au public camerounais, et particulièrement celui de Douala, les conditions d'un défilé de mode professionnel. Elle sera sur quoi la prochaine édition? Alors ça, c'est la question qui fait mal. En l'état actuel des choses, il n'y aura pas d'autre édition du Key-Walk. Le Key-Walk, c'est 2 ans de préparation. C'est une très, très, très grosse logistique dans le cadre du Cameroun. On a fait venir des groupes comme L'Oréal, des groupes comme LVMH. C'est pas comme ça. Il faut travailler. Il faut voyager, il faut aller parler, il faut faire des présentations, il faut convaincre, il faut lever des fonds parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est une très, 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 très grosse organisation. Au départ, quand j'organisais le Key-Walk, je me suis dit, ce n'est pas mon métier d'organiser des événements de mode. Mais il n'y en a pas. Je suis dans un pays où il n'y en a pas. Et mon souhait était que ça suscite d'autres événements. Et puis, pourquoi pas que l'État se dise, bon, voilà un secteur qui peut aussi être un secteur vecteur de développement. Parce que ça réunit des jeunes, ça réunit des vieux, ça réunit des gens de plusieurs régions. Donc, honnêtement, c'était ça mon souhait. Je n'ai jamais souhaité faire 4 éditions du Key-Walk. Donc, j'en ai fait 1, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, il va falloir que je m'arrête et que je retourne à ma passion d'origine, qui est quand même le stylisme et le modélisme. C'est hélas une triste nouvelle, car moi j'avais fait la dernière édition. J'ai trouvé ton défilé digne d'un défilé parisien. J'espère que les gens se rendront compte que ça a apporté beaucoup. Est-ce que tu penses que l'Afrique a un meilleur avenir dans la mode? Beaucoup pensent que l'Afrique a un meilleur avenir dans la mode parce que la mode s'inspire de l'Afrique. Moi, j'aimerais voir ça dans l'autre sens, que l'Afrique ait un meilleur avenir dans la mode parce qu'elle investit plus dans la mode. Tout y est à faire. Tout y est à faire. Je pense que c'est vrai qu'on peut être plus bas, mais tout y est à faire. Donc forcément,
en termes de formation, en termes de production, en termes de valorisation de nos cultures même déjà, en termes de conservation, parce que pour valoriser, il faut déjà qu'on conserve. Or, nous déjà en tant qu'Africains, on perd beaucoup de notre culture. Moi, je suis styliste, je suis modéliste, mais je n'ai aucune connaissance d'une histoire de la mode au Cameroun. Aucune. Donc si déjà on travaille là-dessus, oui, l'Afrique a un meilleur avenir dans la mode. Comme ça. Ouais, voilà, plus comme ça. Ouais, plus comme ça. Bien alors. Est-ce que tu penses que l'Afrique a un avenir dans la mode? Ah oui, complètement. Complètement. Je pense qu'en fait, tout est à venir. Et dans plein de domaines. Je veux dire, aujourd'hui, on est loin d'avoir exploré toutes les richesses qu'il y a ici, quoi. Déjà, les gens, je ne suis pas sûr qu'ils savent se vendre. De temps en temps, un accident arrive, on tombe sur un truc sympa et puis pouf, ça devient le... Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas et qu'il faudrait vraiment prendre le temps d'aller fouiller, de piocher, de regarder et de mettre en lumière. En fait, il y a vraiment pas mal de choses. Est-ce que tu penses que les Africains savent ce qu'ils inspirent dans la mode? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on soit conscient de la valeur réelle qu'on a, de toute la richesse culturelle. Non, je pense pas. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'Afrique, mais les gens ne le savent pas, quoi. Je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on oublie, qui ne se sont pas transmises, en tout cas, de génération en génération, et c'est un peu dommage. Il y a des ethnies qui ont gardé une culture très forte, et d'autres un peu moins, et c'est dommage. Moi, par exemple, dans la mine, il n'y a plus rien, pratiquement. On avait des chefs traditionnels, c'est devenu autre chose. On leur accorde moins de respect qu'avant, etc. Alors qu'il y a d'autres cultures dans lesquelles c'est vraiment encore très marqué, c'est très important. Non, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment le gros problème, c'est qu'on est dans un mimétisme pas possible. On a envie de faire ce qui est là-bas, c'est les tresses, les machins, la Beyoncé, tu vois, c'est des choses comme ça. Je trouve ça un peu dommage, en tout cas, c'est pas du tout mon trip. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment plus qu'on reste dans nos... Enfin, qu'on travaille sur ce qu'on a montré, quoi, sur ce qui est nous, plutôt que de copier ce qui se fait en pensant qu'on va faire mieux que ce que l'autre est en train de faire, quoi. Est-ce que le métier de mannequin est dur ici sur le continent? Je pense que le métier de mannequin, il est dur partout, mais qu'en Afrique, l'Afrique a ses propres difficultés, principalement au niveau des mentalités. Au niveau du regard social, on ne perçoit pas très bien les mannequins parce que le métier de mannequin, surtout en Afrique, c'est un métier qui n'est pas noble. La plupart du temps, on assimile les mannequins femmes à des prostituées, des mannequins hommes à autre chose. Donc c'est assez difficile et beaucoup de parents ne voient pas ça comme un métier à part entière. Donc voilà. Est-ce que tu as une agence? Non. Ici, c'est difficile d'avoir des agences. Oui, c'est assez difficile parce que en Afrique, le métier n'est pas, comment je dirais ça, il n'est pas structuré. Et les agences rencontrent beaucoup de difficultés. Donc la plupart du temps, les mannequins sont leurs propres agents. Est-ce que ton rêve, c'est d'aller vers l'international, comme les États-Unis, la France, l'Italie? Non, je ne dirais pas que c'est mon rêve. Mon rêve serait, comment je dirais ça? Mon rêve serait qu'on essaie de, parce qu'on a de la matière en Afrique, qu'on essaie de se professionnaliser, qu'on essaie de structurer la mode au Cameroun pour éviter, en Afrique, pour éviter d'aller ailleurs.
Et les hommes mannequins? Ah oui, en Afrique, les hommes mannequins sont perçus comme des homosexuels. Oui, voilà, on se dit qu'on est homme mannequin, ça veut forcément dire qu'on est gay, pourtant ce n'est pas toujours le cas. Et c'est un gros tabou ici? Énorme tabou. Oui. Pourquoi vous faites des photos? Je vois plein de groupes. Actuellement, c'est un phénomène de mode sur les réseaux sociaux. Faire des photos, les poster sur, faire des photos pro, les poster sur Facebook et sur Instagram. Le but des jeunes du moment, c'est d'avoir des likes. Et là-bas, il y a un énorme groupe aussi. Ouais, là, je bosse. C'est de la concurrence? On peut dire que c'est de la concurrence. Tout le monde veut être des photographes, des shooters. Certains sont là pour de l'argent et d'autres sont là juste pour l'amour, le plaisir du travail. Et vous êtes là Un peu pour? comme nous avons le plaisir du travail. Vous êtes mannequin? Oui, oui. Vous êtes mais vraiment magnifique. Merci. Magnifique. Et c'est quoi votre nom sur Instagram? Princesse Wally. Princesse Wally. Eh ben c'est très joli. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il faut partir à Paris pour réussir ou vous voulez rester ici, au Cameroun? J'ai plusieurs personnes qui sont allées en France. Il y a environ 300 personnes de la famille saoudite qui sont en France. Du coup, c'est tout le monde qui se bat. Moi, je ne vois pas que ça n'ira là-bas que je vais m'en sortir. Mais ici, je peux m'en sortir. Bravo, Ouais. ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais. Eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et... Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Bonjour Nafitou. Bonjour Noémie. Bonjour. Explique-moi ta ligne de sous-vêtements. Alors c'est une ligne de lingerie, on va dire, en crochet, artisanale, qui n'est pas de la lingerie fonctionnelle, parce que ce qu'on appelle lingerie fonctionnelle, c'est la lingerie qu'on met en dessous de ses vêtements. Soutien-gorge, culotte, etc. Et donc ça, c'est une lingerie de séduction, donc qu'on porte dans l'intimité avec son chéri. Et comment tu as eu l'idée? Comment j'ai eu l'idée, c'est que j'ai fait une formation de mode à Paris. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire quelques défilés avec ma collection Nafitou. Et j'ai vu que c'était un marché qui était ouvert, disponible, il y avait une brèche. Il n'y avait pas de créateur de lingerie. À part ce qu'on peut trouver dans les marchés, bien sûr, parce qu'il y a des femmes qui en vendent, mais assez classiques, basiques au marché. Et donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être sortir une ligne de lingerie un peu plus adaptée à notre temps. Et qu'on peut exporter, et que tout le monde peut porter. Voilà, donc c'est comme ça que c'était innovant. Il y a des personnes avec toi? Oui, moi je ne sais pas faire le crochet, je ne fais que créer. Je travaille avec des femmes depuis plusieurs années, donc voilà, qui le font. Par exemple, un modèle comme ça, c'est complètement fait à la main. Mais même ça, tu peux le mettre voilà, sur fait un à la t-shirt main. aussi. On peut mettre un petit caraco et un pantalon pour Ouais. sortir avec. Certaines personnes aussi les portent en tant que robe de plage. C'est quand même très, très, très sexy. Hein. C'est très, très sexy. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai participé au Salon de la lingerie,
Je m'attendais à avoir des boutiques classiques, des boutiques dans certaines rues UP qui viendraient passer des commandes. Et la première année, je n'ai vu que des boutiques de charme qui sont venues me voir. Bien sûr. Et Parce on me que cataloguait vers ça et je ne comprenais pas. Parce que chez nous au Sénégal, c'est ça la lingerie des femmes sénégalaises. Ah oui? Oui, c'est le crochet et puis les pagnes en coton. Donc beaucoup de femmes mettent ça. Je dirais presque toutes les femmes sénégalaises mettent ça. Hein. Dans leur tiroir, elles ont ça. J'adore celui-là, moi. Je les ai. Ça te va très bien. En tout Non, cas. mais c'est Tu super. vois, ça, tu peux le mettre avec un pantalon. Ouais. Avec des coques quand même. Un peu. Et tu mets une petite chemise ouverte aussi, Voilà, tu sais, voilà. et que tu serres comme ça et tu mets ça en dessous. C'est Exactement. super. Moi, c'est ce j'adore. qu'on appelle aussi le dessus-dessous. Les dessus qui sont Qui utilisés puissent en se dessous. mettre Voilà. en dessous et qui Exactement. peuvent se mettre au-dessus Voilà. facilement. Ce qui est bien, c'est que c'est réglable. Voilà, on tire un peu, on règle au niveau. Une taille peut faire jusqu'à 2-3 tailles. Donc, Et pourquoi le crochet tu as choisi? Parce que c'est la culture. Parce que c'est notre culture. Voilà. C'est le que c'est votre coton. culture. En général, c'est le coton et le crochet. Es-tu plus optimiste ou pessimiste pour la mode ici? Au Sénégal ou en Afrique? On va parler du Sénégal. Du Sénégal, optimiste. Optimiste parce qu'on a de grands créateurs, on a de bons créateurs qui sont encore là, qui ont pignon sur rue, qui en ont inspiré d'autres. Et puis on a de jeunes créateurs qui sortent des choses extraordinaires, en plus qui ne copient pas. C'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime pas la copie. Donc la nouvelle génération, les créateurs et les stylistes sont quand même, moi je trouve, ont des collections très innovantes. Elles ont des collections très innovantes. Elles sont aussi très organisées, un peu plus parfois que nous dans le temps où on se limitait à faire un défilé et puis coudre, recevoir des clientes. Maintenant, elles font beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux. Elles sont invitées dans d'autres événements que ce qui est uniquement dédié à la mode. Elles voyagent. La nouvelle génération est vraiment très, très active. Donc oui, moi je suis très optimiste. Ton Instagram, il est génial parce que tu te mets en valeur dessus et tu mets en valeur tes habits. Ouais. Alors, c'est toi qui fais tes photos toute seule? C'est une série que j'ai commencée il y a 2 ou 3 ans, mais je voulais vraiment faire quelque chose d'artistique, en même temps avec un sens derrière. Donc, tu as les photos de plusieurs de mes pièces que je prends pour les mettre en valeur, mais aussi, je mets beaucoup en valeur la culture locale et même africaine. Donc, j'ai une obsession avec tout ce qui est masque africain, tout ce qui est danseur africain. J'adore ça. Mais en fait, au global, c'est vraiment un univers qui rassemble le selfie, ma marque de vêtements et mon influence, en fait. Et ton tissu, il vient d'où? Alors, j'utilise beaucoup la toile de jute, qui est symbolique de la Côte d'Ivoire, qui est le tissu du sac cacao. Donc, Et d'une matière Côte d'Ivoire. noble, en plus. Exactement. Parce que... Et le pankita ou le pain tissé. Mais c'est vraiment mettre en valeur les matières locales, les matières artisanales. C'est vraiment ce qui m'inspire, en fait. Tu aurais pu très bien aller vivre à New York. Pourquoi ici? Alors justement, j'ai fait 5-6 ans à New York. Et avant ça, j'étais à Philadelphie. J'ai étudié à Philadelphie. Ma décision de rentrer à Abidjan, c'est vraiment... c'est un coup de tête instantanément, mais aussi j'ai toujours voulu rentrer et utiliser les valeurs locales, les matières locales pour créer quelque chose. Donc je me suis décidée, je suis revenue et j'ai jamais été autant inspirée qu'en Côte d'Ivoire. Il y a des pièces où tu peux porter, mais c'est pratiquement des pièces que tu peux aussi porter tous les jours. Comme celui-là, ce pantalon, ça c'est un pantalon taille haute en plus. Taille haute ou taille basse en fait, puisque tu as un élastique, tu vois. Donc c'est vraiment... Je l'adore, je suis amoureuse. C'est flexible, quoi. Je suis amoureuse. En plus, en ce moment, c'est super à la mode, ces pantalons. Ça, c'est quoi? Alors, c'est du raffia. Wow. Et en fait, c'est inspiré d'un masque danseur de Côte d'Ivoire qui s'appelle le Zaoli. Ouais. Et qui porte souvent ça autour des chevilles, Autour des pieds, et autour de la taille. Et en fait, c'est vraiment reprendre ce concept-là et le moderniser, quoi. J'adore. Donc, voilà. Elle est mais super. Mais c'est quoi comme tissu, franchement? Parce que C'est du coton.
C'est du coton aussi doux comme ça. Ouais. On dirait qu'il est mélangé à de la soie tellement il est doux. C'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu, franchement, un coton aussi léger. C'est super canon. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui aimeraient porter, en Europe, qui aimeraient porter des collections comme ça. Donc, j'ai vu que tu faisais ça. Moi, je vais essayer. Ça, tu peux le mettre au-dessus d'un t-shirt. Carrément. Moi, Ça te l'habille tout de suite avec un petit jean noir, une robe. Ouais, c'est super sexy. En plus, ce côté un peu transparent, Qui est très voilà, à la qui mode cache en ce pas moment. qui cache pas ton t-shirt. Il y a un Il va côté abîmer. pratique avec les poches. Quoi. Je continue mon rôle de mannequin. Je me fais habiller, j'adore. Moi, j'adore. Bon, avec mon look, voilà. Mais tu mets un petit jean, non, c'est super. J'adore. Tu vois, mais il faudrait mettre un... Hop, hop, hop. Je kiffe, et c'est ultra sexy. Ouais. C'est ultra. Attends, j'ai fait un défi. J'aime bien avec le look. C'est cool, hein? Ouais. Là, je te pique une paire de chaussures. Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Ah oui, parce que tu sais la mettre. Comme ça. Non, mais tes chaussures, elles sont canon, elles sont super confortables. Le talon, chouah, ça me rappelle les années, tu sais, un peu 70, tu sais, le gros talon. Et ça, et regarde, non mais c'est dingue, je parle d'un look simple, je te mets tes petites pièces et bam! Alors, le patron, en fait. Tu vois, moi, 22 ans de mannequinat, je n'ai jamais vu un patron, parce que j'ai jamais été derrière, en fait. Donc c'est bien pour moi de venir. Je peux voir ce qui se passe derrière et ce qui se passe dans vos têtes. Ouais. Donc ça, c'est la taille réelle? C'est la taille réelle, voilà, c'est la devanture d'une chemise que j'ai coupée, asymétrique. Hein. Après, t'as le col là, les manches là. Comment ça se passe dans ta tête? Alors, tu imagines le tissu avant ou tu prends une feuille et tu dessines le patron? Honnêtement, c'est jamais linéaire en fait. Ah d'accord, C'est ça peut jamais, arriver comme c'est ça d'un vraiment, seul coup. c'est très intuitif. Je vais voir un tissu, ça va m'inspirer, ou alors j'ai une idée de vêtement. Après, je cherche le tissu qui va pouvoir réaliser. Donc, il faut forcément une notion des matières déjà, parce que utiliser la toile de jute avec le même patron et de la soie, ça rendra jamais pareil. Bah oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être flexible entre le dessin, le patron et le tissu. Mais ça, tu l'apprends pas dans les études. Non, Tu... Pour moi, franchement, c'est intuitif. Là, par exemple, tu as une jupe volante qui prend un peu plus de place, mais c'est à moitié en plus, parce que tu as coupé au milieu, ça c'est mieux, et tu as le reste de la jupe. Comme Donc, ça va être symétrique, bah, tu as besoin de faire que la moitié de la jupe. Exactement. Tu as juste à couper, tu as plié le tissu en deux, tu le poses là, après tu coupes comme ça, et puis ça te fait... Ça te fait une jupe totale. Je vois que tu as tes livres ici. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu arrives à avoir aussi des images dans ta tête. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment le désir d'en savoir plus moi-même de tout ce qui est culture africaine, pas seulement ma culture identitaire, mais aussi d'autres pays d'Afrique, parce que ça me fascine, parce que je pense qu'il y a une histoire à créer par rapport à ça. Pour une certaine partie d'entre nous qui avons reçu une éducation dans le système français, on s'est arrêté à la colonisation, mais pas forcément de tout ce qu'il y avait avant dans l'histoire africaine de nos pays. Et pour moi, personnellement, c'est vraiment ça, quoi. Repartir, apprendre des choses que je n'ai pas pu apprendre dans mon cursus scolaire. Et l'exprimer à travers mes créations et le partager en même temps avec les jeunes de ma génération à travers mon travail. Il me semble que tu as habillé l'équipe de Beyoncé. C'est sa styliste qui m'a approchée sur les réseaux. Avant ça, tu avais Solange qui avait pris quelques-unes de mes sandales que j'avais créées. Et je pense de bouche à oreille, c'est arrivé à la styliste de Beyoncé qui me contacte, qui me dit « Ah ben, on aimerait avoir quelques-unes de tes pièces pour un clip vidéo. » C'était un jeudi, il fallait le ramener le vendredi. Donc, la vraiment... pression. Non, mais je te dis pas. mais bon, ça a été fait. En tout cas, ça te fait le buzz tout de suite. Ça peut être le buzz. Oui, elle a habillé Beyoncé.
Mais après, est-ce que les gens achètent? Écoute, moi, comment je le traduis, c'est pour moi la chance. C'est 99% de préparation, 1% d'opportunité. Donc, tu peux avoir le buzz et ne pas être préparé et tu capitalises pas. Bien sûr. Ou alors, tu peux avoir un buzz, mais derrière, tout de suite, tu as des artisans qui sont prêts à te faire 500 sandales. Et t'as été prête, toi? J'étais prête. C'est cool. Donc, tout de suite, ça a enchaîné. J'ai eu pas mal de commandes et ça marchait. Franchement, respect, Loza. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. J'aimerais féliciter et remercier Al-Fadi. Al-Fadi, que je vous demande vraiment d'applaudir, peut-être même debout. Applaudissez-le. Applaudissez-le. Il y a 20 ans, il nous a amenés dans le désert. Il avait réuni des personnalités incroyables. Il y avait Saint-Laurent, il y avait Paco Rabanne, il y avait Kenzo, il y avait Katusha. On était tous là. Et moi, je suis particulièrement fière et honorée de fêter les 20 ans ici à Dakhla. Pourquoi vous appelle-t-on le prince du désert? J'ai décidé de planter mon podium dans le désert du Ténéré pour arrêter ce massacre. Et j'avais un président qui s'appelle Baré Meinassara à l'époque, qui était un président honorable, qui était un ami personnel, qui m'a dit « c'est une très bonne idée de faire un défilé de mode là ». Donc j'ai fait mon défilé de mode là, j'ai planté le décor, c'était incroyable. La rébellion s'est arrêtée, le tourisme a pris le dessus, les autochtones, ils étaient contents, ils m'appellent prince du désert. Voilà. Ah. Et pourquoi la FIMA? Parce que c'est un festival international de la mode africaine, en Afrique qu'on appelle aujourd'hui, pour donner une dignité à la mode africaine. Le désert, pourquoi? Pour sa neutralité et pour la beauté, pour montrer la différence entre les créateurs européens et africains, parce qu'on a invité Lacroix, on a invité Yves Saint-Laurent, on a invité Kenzo, on a invité Pateo, Colesso, Ardo, Al-Fadi, pour montrer leurs différences sur un podium. Donc le FIMA est un événement qu'on fait chaque 2 ans pour
améliorer la qualité des créateurs, pour donner une dimension à la jeunesse africaine, surtout de la jeunesse d'abord créative et la jeunesse aussi des mannequins. Nous faisons un grand concours de top model parce que nous voulons aussi mettre en avant les mannequins africains. Parce que sur 50 ou 30 mannequins européens blanches, il y a toujours 1 ou 2 ou 3 noirs. Et pour nous, c'est insuffisant. Je suis un créateur depuis 35 ans. Je me bats pour que la mode africaine soit reconnue et que notre création puisse aussi habiller l'Europe. Il n'y a pas de raison qu'on n'habille pas l'Europe. Il y a un problème qu'on appelle l'immigration. L'immigration qui est une chose, les gens fuient. Les grands créateurs, les jeunes créateurs, ils n'arrivent pas à trouver de travail chez eux, ils crient, ils courent. Aujourd'hui, on veut les stopper en les formant, en leur donnant des bourses pour qu'ils puissent rester et créer de l'emploi chez eux, dans le cadre de la mode. Le combat que nous menons, c'est aussi la productivité. Parce que quand on crée, il faut produire en centaines de milliers pour qu'on puisse conquérir le monde. C'est un petit peu cette chance que nous voulons avec les bailleurs de fonds. Nous voulons aussi avec les banquiers et que les financiers accompagnent les créateurs africains. Le combat que l'Afrique et le monde noir en général n'a pas, c'est qu'on n'est pas écouté par ces décideurs au niveau de la mode. L'Europe est écoutée parce que le luxe européen existe et le luxe africain existe avant le luxe européen. Mais malheureusement, les financiers ne nous suivent pas parce qu'ils ne donnent pas une visibilité à l'Afrique. Parce que l'Afrique, soi-disant, est un continent pauvre et nous, on n'accepte pas ça. On voit toujours Colesoardo à côté de vous, Pateo, des designers de votre génération qui sont toujours là et vous les soutenez encore. Absolument. Et vous soutenez beaucoup les jeunes. Absolument. C'est très important pour nous. Nous faisons le concours de jeunes stylistes. Vous savez, cette année, il y a eu 240 dossiers de jeunes stylistes à travers le continent africain. On a choisi les 12 meilleurs qui ont présenté leur collection ici. La bijouterie, pareil. On a fait venir dans chaque pays africain 2 top modèles pour choisir les futurs top modèles de demain. La jeunesse doit vivre. Notre vie aujourd'hui, en tout cas moi, Alfadi, c'est donner une chance et donner une dimension réellement à la visibilité pour la jeunesse panafricaine par rapport à la mode et à la création. C'est très important. Et aujourd'hui, le combat que je mène, c'est uniquement que les couturiers africains aient leur image, ils aient leur nom, ils aient des financiers qui les accompagnent pour qu'aujourd'hui puisse être, qu'on stoppe cette stéréotype que les Africains font ceci, font cela. Non, ils font que de la beauté. Ils ont besoin d'être aimés et d'être achetés pour que le monde entier puisse acheter et porter leurs vêtements. Et que demain, l'Afrique soit la mode. Et que la mode soit l'Afrique. À l'Afrique, exactement. Bonjour Mawa, ça va? Oui, donc je t'explique, on fait un shooting, d'accord, donc ça c'est l'équipe, Vincent, Mélinée, moi, Noémie. Il y a un truc, c'est à 6h du matin demain. C'est pas grave? Génial, merci Mawa. Top. Donc on se voit demain, la voiture viendra te chercher. Notre bête flante camerounaise, voilà. À demain. Ouais. Voir là-bas et là-bas, de tes top, merci. Génial, top. Alors on a Awa, Mawa, Aminata, Fatoumata, Audrey. Et on est 5. Oh là là, je suis trop excitée. Nickel. Super. Tu vois ça, avec cette robe. Et donc, du coup, je pensais qu'elle prenne la robe et qu'elle soit sur les rochers et voilà, faire un truc sexy, quoi. Après, tout ce qui est Colesoardo, il faut que ça soit très chic. Donc, ce qu'il faudrait, c'est faire une pause à la limite avec cette tenue, un truc vraiment comme ça.
rouge à lèvres rouge ou rien, et fort, presque contre-jour, désert au fond, et comme ça. Moi, j'aime bien ça. Ça, on est OK, ouais. Tu vois? Et on aime bien aussi ces deux. Faut qu'on ait le choix, tu vois. Ouais, même celle-là, on pourra aussi la shooter sur une fille. Et ça, c'est sur la dune avec le vent et tout. Ça peut être super joli. Ça, c'est ouais. joli, ça, le bleu, ça va... Ça. Ouais. 1, 2, 3, 4. T'es trop belle, t'es trop belle. Ah ouais, quand elle marche, c'est trop beau. Oh, elle est trop belle. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça fait combien de temps que tu es mannequin? Alors ça va bientôt faire 3 ans que je suis mannequin. Ouais. J'ai commencé précisément au Cameroun, mais j'ai commencé à faire des shootings photos à Paris avec mon beau-père qui était photographe en fait. Quand tu as commencé, tes parents, ils ont dit quoi? Alors ma famille n'était pas forcément d'accord parce qu'on sait que la famille africaine, elle n'est pas si ouverte d'esprit justement concernant le mannequinat. Mais ma mère, elle m'a toujours soutenue. Elle a toujours su que j'avais du potentiel et elle m'a toujours poussée jusqu'à maintenant. Donc toi, ton rêve, c'est de faire de l'international? Oui, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite, d'être un mannequin reconnu à l'international et surtout de représenter mon pays et mes racines. Et donc, du coup, pour aller en France, c'est compliqué parce qu'il te faut un visa ou pas? Oui, c'est devenu compliqué. Les choses sont devenues très très compliquées et pour retourner en France ou en Occident ou un peu partout, il faut des visas en fait. Et j'ai déjà essayé de faire une procédure de démarche, mais ça n'a malheureusement pas marché. Le pourquoi je me concentre en fait ici au Cameroun pour continuer de poursuivre ma carrière. On a déjà beaucoup de potentiel et je pense qu'avec le temps, on peut avoir un avenir prometteur. Mais on ne va pas se mentir qu'en Occident ou ailleurs, partout dans le monde, c'est beaucoup mieux développé qu'en Afrique. Tu es de quel pays? Du Sénégal. Et tu as commencé le mannequinat il y a combien de temps? 7-8 ans. Ouais. J'ai gagné le concours Elite Model Look en 2010. J'ai eu mon master en banque ingénierie financière. Ouais. Et après ça, j'ai eu la chance de signer à Paris. Voilà. Tu trouves que la mode en Afrique, ça a de l'avenir? Je pense que la mode, c'est... Les gens ne comprennent pas, mais je pense que c'est un facteur de développement aussi, parce qu'il y a plein de sous-secteurs qui y participent. Donc tu auras les tisserands, tu auras les gens qui travaillent dans le coton, tu auras le tailleur. Donc c'est tout un schéma et je pense que si c'est vraiment bien organisé, on peut vraiment faire quelque chose. Pourquoi tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans tous les magazines de mode, il y a beaucoup de femmes noires? Oui, oui, oui. Est-ce qu'après, ça vous fait pas peur, par contre, d'avoir autant de concurrence? Non, pour moi, non, ça me fait pas peur parce que je pense que comment dire, je sais pas comment l'expliquer, c'est une chance pour nous. Donc que ce soit moi, que ce soit une autre, l'essentiel c'est que l'Afrique gagne. Donc c'est l'Afrique soit mise en avant, donc que soit qu'elle vienne de l'Angola, du Nigeria, du Sénégal, l'essentiel c'est qu'elle est africaine dans tous les cas. Donc je pense que c'est une bonne chose.
Parfait. Génial. Ça, on fera la photo toute seule avec celle-là, toi aussi, c'est très bien.